Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 février 2026 et notre cher ami et frère John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'avoir invité, Nima. Nous y voilà, au Boris EP Talent, Monanton, SMA. Veuillez cliquer sur « J'aime » pour nous aider à toucher davantage de personnes. John, permettez-moi de commencer par quelque chose qui relie à la fois le conflit en Ukraine et celui au Moyen-Orient. C'est en fait lié aux deux, à savoir le cas de l'Inde. Ce que nous avons récemment appris des dossiers Epstein, c'est qu'Epstein a conseillé au Qatar, au gouvernement du Qatar, de chanter et danser pour Israël comme l'Inde, vous savez, afin d'obtenir l'approbation de l'administration Trump. Il parlait du blocus de 2017. Alors, où en est l'Inde aujourd'hui? Et comment voyez-vous le calcul du gouvernement indien vis-à-vis de l'Iran et de la Russie? Car l'Inde, après tout, fait partie des BRICS et joue un rôle important dans le calcul global, tant pour les Iraniens que pour les Russes. C'est une question très importante et un moment très important, Nima. Merci de l'avoir soulevé. Demain, mercredi, le Premier ministre Modi sera en Israël et s'adressera au Parlement israélien, la Knesset. C'est un changement majeur, vraiment majeur, de la part de l'Inde. Si l'on tient compte du fait que le Premier ministre Netanyahou s'était vu refuser une visite en Inde en décembre dernier, d'abord reportée, puis annulée, il s'agit d'un tournant, et d'un tournant très important. Nous aborderons ensuite les luttes internes entre factions indiennes qui ont conduit, à mon avis, à ce résultat très regrettable. Pourquoi est-ce regrettable? D'abord, cela signifie la fin des BRICS. Cela signifie la fin des BRICS parce que l'Inde ne peut désormais plus être considérée comme digne de confiance par les autres puissances des BRICS, ni par le Sud global. L'Inde montre qu'elle ne fait pas confiance à la Russie, et chacune d'entre elles ne fait pas confiance à la Chine. Chacun d'eux soupçonne désormais l'autre. L'Inde à l'égard de la Chine à l'égard de l'Inde, et l'Inde et la Russie l'une envers l'autre. Chacun soupçonne les autres de vouloir conclure leur propre paix séparée avec Trump. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, il existe une faction, la faction Kirill Dmitriev à Moscou, qui souhaite conclure cet accord avec les États-Unis, se redollariser et revenir au modèle unipolaire des relations économiques internationales et de la dépendance envers les États-Unis. C'est ce qu'une faction en Russie souhaite. Lorsque Modi se rendra en Israël demain et annoncera, qu'a-t-il dit déjà? Je regarde simplement son tweet en réponse à l'annonce de la visite par Netanyahou. Notre amitié, l'amitié durable d'Israël, repose sur la confiance, l'innovation et un engagement commun pour la paix et le progrès. Yara conference possible ba. Si c'est ainsi que M. Modi considère les Israéliens, parce qu'ils sont prêts à le complimenter en tant que puissance mondiale montante, alors qui peut faire confiance à l'Inde? Nous nous trouvons donc dans une situation très triste aujourd'hui, en ce qui concerne les BRICS, la multipolarité et les États-Unis. Revenons à votre question. Qui, en Inde, au sein du gouvernement indien, pense qu'en concluant cet accord avec Israël, qui comprendra entre 8 et 9 milliards de dollars d'achat de matériel de défense, faisant d'Israël le deuxième fournisseur militaire de l'Inde après la France, qui pense qu'on peut obtenir un meilleur accord avec Trump en flattant le lobby juif à Washington et les juifs autour de Trump, afin de consolider la principale relation commerciale de l'Inde avec les États-Unis et de protéger son commerce extérieur, son immigration, et ainsi de suite. Qui pense cela? Eh bien, le ministre des Affaires étrangères, S. Jaishankar, le pense. Son fils, Duva, est un acteur important d'un groupe de réflexion pro-Trump à Washington. C'est un peu inhabituel qu'un ministre des Affaires étrangères ait son fils travaillant, non pas comme un cheval de Troie,
mais à l'inverse, à Washington. D'après ce que j'ai compris de mes sources indiennes, Jaishankar est en disgrâce depuis plusieurs mois. On m'a dit que le Premier ministre aimerait remplacer Jaishankar, mais ne parvient pas à trouver d'alternative. Mes sources en Inde estiment que Jaishankar a désormais réalisé un gain tactique important en réussissant cette visite en Israël. D'autres diront qu'il s'agit d'un piège majeur tendu aux Indiens par les Israéliens et les Américains. Combinant la présence de Jaishankar au sein du gouvernement, les oligarques indiens fortement investis dans l'industrie de la défense, et une opinion populaire sous-jacente selon laquelle Israël soutient les guerres de l'Inde contre le Pakistan et ses autres ennemis. Se présenter à la Knesset, alors qu'Israël est sur le point d'attaquer l'Iran, constitue une démonstration très sérieuse, non pas de l'équilibre que la politique et la stratégie indienne ont toujours maintenu entre le monde arabe, l'Iran et le soi-disant monde juif, qui inclut les États-Unis. Il n'y a donc plus aucun équilibre ici désormais. C'est une inclinaison, et une inclinaison très destructrice. Elle suit le piège dans lequel M. Modi est déjà tombé lorsque Tahnoun Ben Zayed, TBZ, le dirigeant influent, frère de MBZ, le cheikh Mohammed Ben Zayed, qui contrôle les Émirats arabes unis. Oui, Tahnoun est le frère de Mohammed et il est la principale force motrice, le successeur potentiel si Mohammed tombe malade ou meurt. Et Tahnoun a piégé les Indiens en les poussant à prendre parti dans la politique péninsulaire pour les Émirats arabes unis contre l'Arabie saoudite. Or, il faut garder à l'esprit que l'Inde dépend actuellement davantage des importations de pétrole arabe qu'elle ne l'a fait depuis de nombreuses années. Je cherche juste mes chiffres sur le pétrole, mais quels sont-ils? Environ 88,6% du pétrole de l'Inde est importé, et sur ce total, 45% proviennent des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite. Comment pouvez-vous, dans le cadre d'une politique équilibrée dont dépend votre économie, faire un tel choix? C'était un piège. Modi est tombé dedans, à mon avis, et je ne suis pas le seul à Delhi à le penser. Se rendre en Israël était un piège tendu par les États-Unis et Israël. Modi est tombé. Que dire de plus? Ce qui est déroutant à Delhi et dans la politique indienne aujourd'hui, c'est la confusion des Indiens, car ils doivent sans cesse mener des guerres contre des ennemis hostiles, à l'ouest, au nord, à l'est et au sud. C'est un problème très sérieux pour n'importe quel pays, et l'Inde y fait face, et y fait face avec compétence. Ce qui se passe, c'est une confusion au sommet de la pensée indienne, entre les nécessités opérationnelles de défense du pays, de diversification des sources d'importation dont il dépend et de satisfaction de ses besoins en matière de défense et de capacité militaire, et les exigences stratégiques liées à la croissance à long terme de l'Inde et à son expansion majeure dans le monde en tant que puissance potentielle. Lorsque l'on confond nécessité opérationnelle et valeur stratégique, et que l'on ne comprend pas que le génocide israélien à Gaza change complètement la manière de distinguer entre nécessité opérationnelle et nécessité stratégique, on a perdu le fil politique. Oui. John, tu as mentionné la situation avec l'Iran. Comment vois-tu l'administration Trump? Parce que nous avons eu Steve Witkoff dans son interview disant que les Iraniens ne cèdent pas, qu'ils ne capitulent pas. Quelle est ta compréhension? Quelle est ton opinion sur ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis? Nous avons déjà essayé cette formule. C'est l'argent, ce sont les votes, c'est le pouvoir. Essayons encore une fois. D'un côté, voyons où se trouve l'argent. En ce moment même, et malgré certains de vos podcasteurs qui vous disent que la CIA avertit qu'une attaque est imminente, tout cela fait partie du jeu de pression contre l'Iran.
Mon point de vue est le suivant, et je ne fais que le rapporter. Je n'ai pas d'opinion plus forte que cela. Les signaux financiers indiquent que ces 3 derniers jours, j'observe les indicateurs de prix du pétrole brut, West Texas Intermediate et du Brent. Le prix futur du pétrole redescend à nouveau. Pas beaucoup. Mais l'ascension, la hausse du prix du pétrole à terme, doit se poursuivre si le marché, qui investit massivement dans l'argent, les pétroliers et ainsi de suite, croit que le détroit d'Ormuz restera ouvert. Alors, pourquoi le détroit d'Ormuz restera-t-il ouvert? Parce que l'Iran le maintiendra ouvert. Et pourquoi l'Iran le maintiendra-t-il ouvert? Parce que les Iraniens s'attendent à patienter jusqu'à ce que l'armada soit contrainte de repartir. Donc, sur le plan financier, les marchés disent qu'il n'y aura pas de guerre. Ils n'ont pas dit que l'Iran a gagné, car il n'existe aucun moyen d'investir dans un tel scénario, même si ce sera l'issue stratégique. Que disent les votes? Eh bien, je regarde mon sondage sur l'approbation du président, et il montre que la cote de popularité du président Trump se dégrade régulièrement d'1 ou 2 points de pourcentage chaque semaine. Mais elle se dégrade. Alors quand on est aussi triomphant qu'il le prétend, à l'approche de la saison des déplacements qui commence en mai, le printemps arrivant bientôt, puis la campagne électorale, si votre taux d'approbation baisse, on commence à être très nerveux à la Maison-Blanche. En ce moment, je regarde l'approbation de Trump, 42,7%. C'est une moyenne de tous les sondages actuels. Le taux de désapprobation est de 55,8%. L'écart négatif est de 13,1, soit une fraction de point de pourcentage de plus que la dernière fois que nous avons vérifié. Son taux d'approbation concernant la maîtrise de l'inflation est pire d'1 point de pourcentage. La plupart des Américains pensent que l'inflation n'est pas sous le contrôle de Trump et qu'elle va s'aggraver. Son approbation pour la gestion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est encore inférieure de 0,7 points de pourcentage. Alors, que disent les électeurs? Les électeurs disent « Nous ne vous faisons pas confiance. Nous ne croyons rien de ce que vous dites. » Mais si vous nous entraînez dans une guerre meurtrière qui provoquera de l'inflation et des pertes humaines, ce sera désastreux pour l'avenir politique à court terme de Trump. Maintenant, que se passe-t-il à la Maison-Blanche avec cette combinaison? C'est très simple. Nous l'avons vu dans une fuite publiée avant-hier dans le Washington Post, lorsque le général King, président des chefs d'état-major interarmés, aurait mis en garde Trump contre une attaque contre l'Iran. C'est amusant. Tout le monde a vu le tweet indiquant que les pénuries de munitions essentielles et le manque de soutien des Alliés augmenteraient le risque important pour le personnel américain. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie l'hyperdamage de l'embrace spotty. Et la réponse de Trump sur Twitter, eh bien, je ne vais pas m'attarder davantage, montre qu'il est d'accord. Maintenant, le problème pour ces types, c'est ce que vous venez de dire, ce que Witkoff a dit. Ils ne comprennent pas que notre faiblesse se transforme en force. Ils ne saisissent tout simplement pas cela. Ce sont des gangsters et ils savent que dans les rues de Manhattan, de Brooklyn ou du Bronx, quand on brandit une arme ou qu'on tue quelques personnes ou qu'on leur tire dans les genoux, les gens obéissent. C'est une mentalité de gangster. Mais ils ne comprennent pas que de la faiblesse apparente du côté iranien est née une force. Et ça, ils ne le comprennent tout simplement pas. Eh bien, les officiers américains, qui sont des hommes intelligents, l'amiral Cooper, Kane Grinkevich, le chef de l'Europe, ceux-là ne sont pas des imbéciles. Ce ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas sous-formés. Ils disposent de bonnes informations. Alors qu'ont-ils compris? Quelque chose que nous disons depuis toujours. Ils ne peuvent pas donner à Trump la certitude qu'il obtiendra une victoire à court terme.
Il voulait une autre opération marteau de minuit, un raid de bombardement sans défense sur certaines cibles qu'il aurait pu frapper avec l'accord préalable de l'Iran, pour pouvoir rentrer triomphalement chez lui, ou cette fois rentrer par la mer. Mais cette fois, l'Iran a dit non. Non. Il n'y aura jamais, comme tous tes collègues de podcast en conviennent, de concession iranienne sur le programme de missiles. Et croyez-le ou non, comme l'a dit Ted Postol dans cette émission, l'Iran a atteint une dissuasion nucléaire mutuelle contre Israël et les États-Unis en cas d'attaque. Ainsi, les États-Unis doivent soit inventer une arme mystérieuse que personne n'a jamais entendue ni vue déployée auparavant, quelque chose qui combinerait à la fois la décapitation du régime et la destruction de toutes les capacités de défense antimissiles alliées de l'Iran, soit recourir à la magie, ou bien trouver un moyen de battre en retraite. Dans le même temps, nous assistons à la désintégration de l'Armada. Je recommande à tout le monde, je viens moi-même de le faire, de lire l'histoire de l'Armada espagnole, la plus grande armada jamais constituée, qui a échoué à envahir l'Angleterre en raison d'un ensemble de facteurs liés à la gestion, à la technique et à la météo. Mais alors, que savons-nous? Le plus grand porte-avions de la marine des États-Unis, le Gerald Ford, est toujours dans la baie de Souda, en Crète, parce qu'il ne peut pas fonctionner. Ses toilettes ne marchent pas. Je pense que tous les tweets et les articles de presse à ce sujet sont au moins partiellement vrais, suffisamment vrais pour montrer que lorsqu'on a un problème d'égout à bord d'un navire, on se retrouve avec un problème de maladie vieux de plusieurs siècles. Et on ne peut pas envoyer un porte-avions sur un champ de bataille avec un problème pareil. Si le Gerald Ford reste à Souda, il ne peut pas être opérationnel. Qu'est-ce que ça te dit de la belle armada, pour reprendre le terme de Trump? Alors, faisons le compte. Les balles, les toilettes ne fonctionnent pas, le Ford est bloqué à Souda, il est hors service. L'armada devra bientôt se retirer. Elle ne peut pas simplement rester là. Et les gardiens de la révolution le savent, l'état-major iranien le sait, et les Israéliens sont coincés avec ça. Deuxièmement, que disent les votes? Aucune confiance en Trump pour faire la guerre. Aucun avantage s'il attaquait l'Iran. Aucun sursaut de victoire. Aucun ralliement autour du drapeau. Donc pas de vote, pas d'argent. L'argent dit que c'est fini. Nous allons investir dans la poursuite du commerce pétrolier. L'argent, les votes et les balles disent tous que cette manœuvre particulière de Trump a échoué. John, comment vois-tu la coopération entre l'Iran, la Russie et la Chine? Parce que lorsqu'il s'agit d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis, on peut constater, après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que nous avons appris qui allait soutenir la Russie pendant le conflit. Cela fait maintenant plus de 4 ans. Hier, c'était l'anniversaire de la guerre en Ukraine. Et pendant tout ce temps, nous avons clairement vu qui allait appuyer la Russie dans ce conflit. Au fil du temps, nous avons vu l'Iran et la Chine se rapprocher de la Russie et lui apporter davantage de soutien. Oui, exactement. Et voyons-nous quelque chose de similaire se produire avec l'Iran aujourd'hui? Parce qu'une guerre avec l'Iran serait, à mon avis, extrêmement importante pour l'ensemble du concept des BRICS et pour la sécurité énergétique de la Chine et de la Russie, compte tenu des changements en cours au Moyen-Orient. Comment suivons pour ces pays, la Russie, la Chine et l'Iran? Comment dire cela? La coopération? Eh bien, vous soulevez d'abord un point fondamental. Oui. Si l'état-major évalue qui nous a soutenus quand nous en avions besoin, il n'y en a que 3. L'Iran, la Chine et la Corée du Nord. C'est tout.
Pardonnez-moi si j'en oublie quelqu'un. Est-ce le cas? En ce qui concerne la guerre des drones, l'Iran a joué un rôle très important. En ce qui concerne la main-d'œuvre pour la catastrophe de Koursk, eh bien, la catastrophe de Koursk, du côté russe, s'est transformée en une leçon longue et sanglante. Les Nord-Coréens ont joué un rôle qu'ils n'étaient pas obligés de jouer, mais ils l'ont fait volontairement. Quant au soutien chinois, il est surtout secret, le soutien matériel, mais l'appui à l'économie russe et au commerce russe est bien réel. À présent, nous avons, pardonnez-moi, donc ce sont là des partenariats stratégiques majeurs, très importants. Entre parenthèses, et très tristement, il faut dire que si M. Modi se rend demain à la Knesset et parle de confiance avec Israël, la relation stratégique entre l'Inde et la Russie n'est plus stratégique. Elle est purement opérationnelle, ou comme disent les Américains, transactionnelle. C'est un changement très très sérieux. Nous avons donc 3 changements, 3 partenaires stratégiques. Que doit la Russie à ses partenaires stratégiques? Est-ce là votre question? Et la réponse est que, et nous en avons souvent parlé, il y a des centaines d'années, environ 300 ans, de méfiance mutuelle entre la Perse et la Russie, à l'époque où les deux étaient des empires, où toutes deux étaient instables intérieurement, où leurs armées se combattaient, et ainsi de suite. Cela représente une occasion majeure pour la Russie de comprendre qu'elle ne doit pas seulement gagner, et qu'elle doit gagner, la guerre sur un champ de bataille, celui de l'Ukraine, mais aussi continuer à remporter les guerres plus vastes que les États-Unis, les alliés européens, Israël et d'autres mèneront contre elle en mer. C'est la même guerre à laquelle l'Iran est confronté. À présent, y faire face ensemble pose un problème. Le président Poutine n'est pas encore en mesure de décider de ce qu'il faut faire pour protéger la flotte marchande russe en mer. J'ai écrit un livre à ce sujet il y a quelques années, intitulé « Autocomplot ». La réticence du Kremlin à s'engager dans la gestion de flotte est désormais généralisée, une conséquence regrettable de l'incapacité de la flotte marchande russe à être prête face à ce niveau de sanctions. La marine russe promet d'être prête, mais pas avant 2030. C'est un peu tard. Il existe donc une relation stratégique naturelle entre l'Iran, la Chine, les États-Unis et la Corée du Nord en mer, dans le Pacifique Nord, à travers l'Arctique et, pardonnez-moi, dans l'océan Indien. Voyons ce que les Indiens ont à apporter et de quel côté ils se placeront sur ce point. Ainsi, dans la guerre maritime, il existe un avenir où la Russie devra rendre l'appareil à ce que l'Iran a offert. Nous devons surmonter, entre la partie iranienne et la partie russe, la méfiance mutuelle. Du côté russe, je suis sûr qu'au niveau militaire et du renseignement, on comprend, comme l'avait compris l'ancien ministre des Affaires étrangères, Evgeny Primakov, et comme l'avaient également compris d'autres grandes figures russes, malheureusement disparues, que la Russie tire avantage d'une relation sûre, stable et bienveillante avec l'Iran et avec les États arabes. C'est donc un objectif à garder à l'esprit. Et si la capacité de l'Iran à dissuader une attaque israélo-américaine à long terme est renforcée par un soutien secret de la Russie en matière de défense aérienne, de commandement et de contrôle, et ce genre de choses, et en même temps par un soutien militaire chinois tout aussi secret, jamais évoqué, jamais mis en avant, alors nous serions face à une forme de multipolarité limitée. Ce n'est pas les BRICS. Malheureusement, ce n'est pas les BRICS. Mais c'est suffisamment solide pour répondre aux besoins urgents de protection de l'Iran. Et que peut-il en découler? Le corridor nord-sud, la route commerciale qui relierait le Pakistan et l'Inde vers le nord, en passant par l'Iran, à travers la mer Caspienne, jusqu'à la Russie et l'Europe. Il s'agit d'un corridor commercial majeur que les États-Unis, Israël et malheureusement l'Inde également cherchent à contrer ou à concurrencer.
Le côté indien veut parler de l'IMEC, le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe. Les Américains, eux, veulent parler du contrôle des détroits Indo-Pacifiques, notamment le détroit de Malacca. Ils veulent imposer des sanctions sur les mouvements de flotte dans le Pacifique, l'océan Indien, sur toutes les mers. Alors j'essaie de ne pas tergiverser. J'essaie de dire que la guerre à venir, nous sommes sur le point de mettre fin, si possible cette année, à la guerre sur un champ de bataille. Mais nous sommes encore loin de mettre fin à la guerre à long terme, car les soi-disant causes profondes du conflit ne seront jamais reconnues par de petits escrocs et gangsters comme Witkoff, Kushner et Grunbaum. Ce ne sont que des hommes de main représentant une puissance bien plus grande, une puissance impériale, qui n'a aucune intention de mettre fin à la longue guerre contre la Russie, contre vous en Iran, contre la Chine. Ces ennemis resteront, et c'est une guerre de longue haleine. John, la Russie. Je pense que l'un des problèmes auxquels la Russie est confrontée aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Iran, en même temps, a un problème similaire. Lorsque vous parlez avec des responsables iraniens, ils ne savent pas quelle est la politique de l'Europe. Si l'Europe a même une politique officielle au Moyen-Orient, où se situe l'Europe dans le calcul que vous venez de mentionner? L'Europe se considère-t-elle comme un acteur important dans cette situation? Dans le calcul que vous avez décrit, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, on voit les États-Unis agir malheureusement comme un mandataire du gouvernement israélien contre l'Iran. Alors où est l'Europe dans ce vaste chaos auquel nous assistons? Eh bien, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas parler de l'Europe. Parlons plutôt de chacun des pays qui comptent. Commençons par le Royaume-Uni. Il y a ici un point vraiment intéressant, et je n'en connais pas la réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir lu quelqu'un qui la connaisse. Mais nous avons une situation dans laquelle le président Trump a explicitement accusé le premier ministre Starmer d'avoir refusé l'accès aux bases britanniques pour une attaque contre l'Iran. Trump a accusé Starmer d'avoir refusé l'autorisation d'utiliser Diego Garcia dans l'océan Indien pour des raids de bombardiers B-52 contre l'Iran. Et l'a attaqué pour avoir conditionné un bail de 89 ans au retour de Diego Garcia et des îles Chagos sous souveraineté mauricienne, comme c'était autrefois le cas. Il y a cela. Deuxièmement, il semble qu'il y ait eu une certaine réticence du côté britannique à autoriser les États-Unis à utiliser la base aérienne de la RAF Fairford dans le Gloucestershire pour une attaque contre l'Iran. J'en suis certain, parce que, pardonnez-moi, mes sources à Chypre m'indiquent qu'il n'y a aucune utilisation par les Américains des zones de souveraineté britannique de Dekelia et d'Akrotiri à Chypre, ni de l'aéroport de Paphos, pour préparer le ravitaillement et toute la logistique liée à une attaque contre l'Iran. Ce sont les 3 bases britanniques. Or, comme nous l'avons déjà dit, les Grecs ont compensé en rendant la baie de Souda aussi accessible que possible aux Israéliens et aux Américains. Mais que font les Britanniques dans tout cela? Je pense que c'est un signal, mais je serais ravi d'être corrigé par quelqu'un qui comprend mieux la politique britannique que moi. Les Britanniques commencent à avoir des doutes à propos de Trump. Évidemment, on peut le comprendre. Il est trop imprévisible, trop potentiellement hostile, et Starmer est trop faible. Ainsi, tandis que les services secrets britanniques peuvent inventer de la propagande absurde contre la Russie, le fait est que les Britanniques ne veulent pas être en guerre avec l'Iran et en même temps en guerre avec la Chine. Le Royaume-Uni est trop faible. Starmer est trop faible pour diriger un pays aussi affaibli, avec une force militaire aussi fragile. Ils ne doivent pas suivre Trump. Je dirais donc qu'il y a le début d'un tournant, pas idéologique, pas dans la presse,
pas en ce qui concerne la Russie, aucun signe de cela pour l'instant. Mais on voit des signes que les Britanniques veulent se désengager de l'aventurisme de Trump. D'abord, que voyons-nous en France? Eh bien, nous voyons un autre gouvernement faible à court de temps. Préoccupé par la succession, la France a la capacité de mettre des présidents corrompus en prison. Macron doit donc être très prudent pour préserver ses immunités après son départ dans un an. Il doit protéger sa succession, comme tout président, d'une dictature de pacotille dont le monde l'a fait depuis quelques millénaires. Macron est faible. L'une des alternatives en France doit être de diversifier l'économie française, de diversifier ses relations et de commencer à faire face à la perte de l'Empire africain, de refonder la relation française avec l'Inde qui est aujourd'hui très importante. Il me semble que la France s'éloigne progressivement de la guerre tous azimuts menée par Trump, cette guerre impériale que les États-Unis veulent diriger et imposer aux Européens, en leur disant qu'ils doivent saluer et faire ce que Washington exige. Concernant l'Allemagne, vous avez votre propre correspondant qui suit la politique allemande. Je ne peux guère dire plus que l'évidence. Merz dirige l'un des régimes de chancellerie les plus faibles que l'Allemagne ait connus depuis de nombreuses années. Il ne peut se maintenir dans cette faiblesse qu'en recourant à des mesures de plus en plus répressives contre le parti d'opposition, la liberté d'expression de l'opposition, les médias d'opposition, et ainsi de suite. Tous les signes montrent que l'Allemagne est faible, affaiblie, presque mortellement atteinte par la combinaison des Verts, de la CIA et du régime Scholz, qui ont détruit sa source de ressources naturelles bon marché, dépendante de la Russie. Merz peut-il oser parler à Poutine comme le fait Macron? Non, apparemment il ne le peut pas. Je vais simplement m'en remettre à vos experts allemands pour ce qui va se passer. Mais le processus, quel est le processus ici? Vous avez mentionné l'Europe. Eh bien, si vous avez les trois grandes puissances, aussi affaiblies soient-elles, et si deux des trois cherchent à sortir de la guerre permanente de tout contre tous, comme Trump souhaite la mener, pour aller vers un rétablissement des relations avec le Moyen-Orient, en particulier entre l'Europe et les États arabes, mais aussi, ils devront tôt ou tard rétablir leurs relations avec l'Iran. Ils ne peuvent pas rejoindre la guerre de Trump contre tout le monde. Ils ne peuvent pas participer à la guerre maritime. Ils doivent trouver une autre voie. Ce n'est donc pas une prédiction optimiste. Elle repose sur ce que j'observe dans la politique des États affaiblis, à commencer par l'Angleterre et la France, et je suppose que l'Allemagne ne sera pas en reste. Alors, que voyons-nous avec l'Allemagne? Nous voyons un engagement allemand envers une sorte de version mini-hitlérienne du réarmement, censée relancer une économie fatalement endommagée par la destruction de Nord Stream et l'effondrement de la relation avec la Russie. Un programme de réarmement mini-hitlérien à la manière de Merz peut-il sauver l'Allemagne, comme Hitler pensait pouvoir la sauver dans les années 1930? Réponse non. Réponse non. Je laisserai vos collègues allemands faire mieux et être mieux informés que moi. Quant aux petits États, eh bien, je n'ai pas l'affection particulière que certains podcasteurs américains éprouvent pour Viktor Orban. Je me contente de rappeler que les Russes, et bien d'autres, se souviennent de quel côté la Hongrie se trouvait pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques se souviennent aussi du comportement des Hongrois par le passé. Orban est un opportuniste politique. Il sert actuellement de contrepoint utile au sein de l'Alliance européenne contre la Russie. Il est totalement peu fiable, tout comme Robert Fico. Je ne sais pas comment prononcer le nom du Premier ministre slovaque. Ils sont tous deux peu fiables, dans la perspective à long terme d'une guerre contre la Russie, dans la guerre contre la Chine et dans la guerre contre l'Iran. Mais ce sont des faibles.
Leurs pays sont petits, fragiles et dépendants. Dans le cas d'Orban, il dépend entièrement de sa relation avec Israël. Je ne vois aucun mouvement du type Orban hongrois en direction de l'Iran. Et je ferais mieux de m'abstenir de répondre sur la mesure dans laquelle nous pouvons aller plus loin avec d'autres petits pays. La Norvège et la Suède sont totalement engagées, comme le Danemark, dans la guerre contre la Russie. Elles essaieront de conclure une paix séparée au Moyen-Orient avec vous. John, nous avons appris du SVR russe, le service de renseignement extérieur, que Londres et Paris se préparent à armer Kiev avec des bombes nucléaires. Ils estiment que cela placerait l'Ukraine dans une meilleure position pour obtenir des conditions de paix favorables. Maintenant, à quel point est-ce réaliste? Penses-tu que cela va réellement se produire, ou s'agit-il simplement de rhétorique? Parce que Boris Johnson a également déclaré que nous devions déployer des troupes britanniques sur le terrain. Même pour parvenir à un accord entre la Russie et l'Occident, il faudrait des forces européennes. Il parle spécifiquement de troupes britanniques déployées en Ukraine. Eh bien, je n'ai pas vu le rapport du SVR. Je pense qu'il est absurde de suggérer que les Français ou les Britanniques envisageraient de déployer des armes nucléaires. Ils ne le feront pas. Cela irait à l'encontre de leur indépendance nucléaire fondamentale, pour la Grande-Bretagne comme pour la France, de redéployer leurs armes en dehors de leur territoire. Je trouve cela ridicule. Je n'ai pas vu que cela ait été attribué à M. Naryshkin du SVR. J'ai du mal à y croire. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai eu du mal à croire et qui se sont produites ces derniers jours. Donc je pourrais avoir complètement tort. Cela contredit tout simplement les intérêts nucléaires, la logique de la stratégie nucléaire de chacun des deux pays, la France et la Grande-Bretagne. C'est tout autre chose pour eux de vouloir poursuivre la lutte contre la Russie. C'est différent, mettre des bottes sur le terrain ou trouver un moyen, après la capitulation, de préserver une Ukraine résiduelle qui resterait armée et capable de continuer la guerre contre la Russie. C'est différent, mais cela n'impliquera jamais de bottes britanniques sur le terrain. Il n'y a déjà pas assez de bottes britanniques sur leur propre sol, encore moins pour les déployer en Ukraine. Je doute que Johnson, il a fait carrière en ouvrant la bouche pour gagner de l'argent. Il n'a pas duré très longtemps comme Premier ministre. Ce qui sort de sa bouche n'est pas plus crédible que ce qui sort du pantalon de Lord Mandelson. Pourquoi l'Occident pense-t-il que la poursuite du conflit affaiblirait la Russie, alors que nous savons que ce n'est pas le cas depuis 4 ans? Et pourtant, ils y tiennent toujours. Qu'ont-ils en tête? Veulent-ils vraiment une guerre continue et sans fin en Ukraine contre la Russie? Guerre sans fin en Europe, oui. Sur tous les fronts, jusqu'à l'Arctique, oui. Et nous avons déjà examiné cela en détail. Il existe une faction à l'intérieur de Moscou, représentée par Kirill Dmitriev, le négociateur avec le groupe Witkoff, mais soutenue de manière significative par la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina. Ils défendent l'idée que l'économie russe se dirige vers une récession, à moins que certains types de concessions, sur l'investissement, sur les réserves, sur le prix du pétrole, ne soient accordés en direction de Washington. C'est ce qu'ils pensent. Ils soutiennent que la Russie est potentiellement confrontée à une récession. Appelons la récession une définition macroéconomique de la faiblesse. Très bien. Donc si vous preniez les documents stratégiques de Nabiullina, nous avons fourni des références. Si les gens veulent les chercher sur Dances with Bears, nous en avons parlé ces dernières semaines. Si vous voulez prendre Nabiullina comme un exemple type,
de la future faiblesse de l'économie russe et traiter cela avec un peu plus de respect en termes de qualité des preuves que le récit de un ou deux podcasteurs se promenant dans les quartiers aisés de Moscou en disant que toutes les boutiques débordent de marchandises, que tout le monde achète des choses et qu'on n'a jamais vu une ville plus prospère que Moscou. Laissez cela de côté. C'est du vent, c'est absurde, c'est de la propagande. Et cela ne tient pas compte des inégalités très sérieuses entre la prospérité des grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, Tyumen et ainsi de suite, et les conditions dans lesquelles vit la majorité des Russes. Laissons cela de côté. Prenons simplement Nabiullina et les prévisions de la Banque centrale de Russie pour les 3 prochaines années, au cours desquelles 2 choses doivent se produire. Nous avons des élections législatives de mi-mandat en septembre de cette année et une course à la succession présidentielle à l'horizon 2028 et 2030. Donc avec ces pressions politiques internes, alors que Nabiullina évoque une faiblesse potentielle. Une faiblesse potentielle. Et qu'un vaste électorat économique est représenté par des économistes sérieux comme Mikhail Deliaguin, vice-président du comité de la politique économique de la Douma d'État, qui soutient que la Banque centrale de Russie est en train de ruiner l'économie russe et de la pousser vers la récession. Quand des économistes russes sérieux disent cela, il est alors prévisible, n'est-ce pas, que les ennemis européens se disent « Eh bien, continuons à faire pression. Privons-les de leurs revenus pétroliers en bloquant leurs pétroliers. Nous pensons que si nous pouvons continuer à combattre la Russie, elle s'effondrera de l'intérieur. » Bon, c'est une exagération, oui, mais il est compréhensible que des Européens comme Merz, des Polonais comme Tusk ou son petit ministre des Affaires étrangères Sikorski, ou encore les dirigeants faibles d'Angleterre et de France que nous avons mentionnés, il est compréhensible qu'ils pensent que la controverse dans la politique économique intérieure russe est un signe de faiblesse qu'ils peuvent exploiter. Cela ne se passera pas ainsi. Oui, la Russie se battra et neutralisera leurs menaces. C'est différent. Mais vous me posez une question. Pourquoi pensent-ils cela? Eh bien, la réponse est qu'ils le pensent parce qu'il existe une faction très importante dans la politique russe, autour du président au Kremlin, qui veut défendre cette idée afin de promouvoir une politique de renouveau des relations avec les États-Unis. Si vous voulez, vous pouvez les appeler un cheval de Troie américain, une 5e colonne, des traîtres ou encore des réformateurs libéraux. Tous ces termes sont plutôt dénués de sens. Votre question était, pourquoi les Européens pensent-ils qu'une pression continue et croissante affaiblira la Russie à l'approche des élections législatives et de la succession présidentielle? La réponse est évidente. Les faits sur le terrain montrent que la Russie doit résoudre ses problèmes intérieurs. Et oui, elle le doit. Oui. John, quand on parle de la Russie et de la situation intérieure, tu sais, nous savons que dans chaque pays, il existe différentes idées sur la manière de gérer le conflit en Ukraine. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, comment perçoivent-ils l'Europe aujourd'hui? Voient-ils encore une solution viable pour collaborer avec l'Europe après un éventuel accord, si celui-ci voit le jour? Supposons que ce soit le cas. Voient-ils une option crédible sur la table pour travailler à nouveau avec les Européens? Vous voulez dire en termes d'opinion publique, ou vous parlez en de Talusi, or si? Je parle du fait que le gouvernement collabore à nouveau avec les Européens et se rapproche d'eux. Parce qu'après tout, à ma compréhension, peu importe à quel point la situation est chaotique avec l'administration Trump, l'administration Trump n'envoie pas de signal clair nous permettant de comprendre quels sont les objectifs officiels. Nous vivons dans une sorte de chaos immense que l'administration crée pour nous. Mais en mettant tout ce chaos de côté,
Et en considérant la relation entre la Russie et l'Europe, à quel point cela est-il crucial pour l'avenir de ce qui se passe en Europe, compte tenu du conflit en Ukraine? Comment répondre à cela de manière concrète afin que notre public puisse se forger sa propre opinion? Je viens de réaliser une série de reportages sur cet empoisonnement présumé à l'épibatidine, présenté comme la cause de la mort d'Alexei Navalny il y a 2 ans. Et dans le reportage d'aujourd'hui, un collègue suédois, Mats Nilsson, avocat à Stockholm, et moi-même avons produit son dossier, qui a prouvé ce qui suit. 5 États européens, et non les États-Unis, ont signé la semaine dernière, le 14 février, une déclaration commune accusant Poutine et la Russie d'avoir assassiné Alexei Navalny avec cette substance, l'épibatidine, synthétisée à partir de la peau de certaines espèces de grenouilles très colorées vivant dans la jungle équatorienne. La Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont signé. Or, ce que nous avons pu démontrer aujourd'hui, et le public peut le lire, c'est que Swedes originality. Elle dispose de laboratoires militaires capables, le laboratoire de guerre chimique, capable d'analyser les preuves présumées dans les échantillons de tissus prélevés post-mortem sur le corps d'Alexei Navalny. Seule la Suède admet ne pas avoir effectué les tests. Elle ne possède pas de preuves directes. Pourquoi alors a-t-elle signé la déclaration? La réponse est, les Britanniques le lui ont dit. La réponse est, les Britanniques ont synthétisé et arrêté l'épibatidine et ont inventé le poison de grenouille qui a tué Navalny, tout comme ils ont inventé le Novichok. Alors pourquoi existe-t-il une alliance européenne, d'une certaine manière, menée par le bout du nez par les Britanniques sur une question comme celle-ci, dans le cadre de leur guerre contre la Russie? Que cela indique-t-il au ministère russe des Affaires étrangères sur l'avenir des relations de la Russie avec, par exemple, la Suède ou les Pays-Bas? Nous avons mentionné la France et l'Angleterre séparément. Pour revenir à votre question, il est tellement triste et décevant que de petits États, sans véritable intérêt à long terme dans une guerre sans fin contre la Russie, les Suédois, qui ont été repoussés au XVIIIe siècle et pourraient prospérer grâce à la liberté multilatérale en mer Baltique, soient désormais déterminés à étouffer la flotte marchande russe lorsqu'elle passe par les détroits danois. Ils veulent la guerre avec la Russie, vraiment. Ils veulent préparer l'opinion publique suédoise en inventant une histoire de poison de grenouille totalement impossible et absurde. L'opinion publique suédoise accepte-t-elle de telles choses? Eh bien, apparemment oui. Donc, si vous me demandez, nous sommes assis à Moscou en ce moment et nous disons que nous essayons de préserver la paix sur la mer Baltique. Nous essayons d'éviter un affrontement dans les détroits danois. Nous essayons de réduire la course au réarmement qui progresse vers le nord depuis la Finlande. Je lève la main en l'air, comme si je retraçais la carte jusqu'au cercle arctique. La Finlande veut-elle vraiment une autre guerre contre la Russie? La dernière n'a-t-elle pas suffi comme leçon? Le veulent-ils vraiment? Eh bien, le camp russe dit « Si vous intensifiez les tensions contre nous, nous répondrons en conséquence. » D'un autre côté, nous vous proposons une alternative. Et cette alternative est sans cesse sabotée sur le terrain par les actions de chacun de ces États. Ils s'en prennent aux propriétaires russes de résidences de vacances dans les pays baltes ou en Finlande. Ils confisquent leurs voitures. Ils rendent impossible aux Russes de passer leurs vacances là où ils vont depuis plusieurs centaines d'années. Eh bien, lorsqu'on subit ce genre d'irritation constante, n'est-il pas probable que les Russes finissent par dire, en tant que peuple, en tant qu'économie, qu'ils aillent au diable? S'ils veulent la guerre, nous devrons malheureusement nous adapter et nous préparer à la guerre. D'un autre côté, votre question était un peu différente.
Comment les Russes envisagent-ils la politique de l'avenir? Si l'on pouvait surmonter cette propagande et cette agitation permanente, eh bien, que dire? C'est triste pour le côté russe, et je suis sûr que c'est triste aussi du côté finlandais, suédois, norvégien, sauf que les sondages locaux montrent qu'au Danemark, par exemple, ils sont fanatiquement anti-russes. Très bien, la Russie cessera de manger des saucisses danoises. Au diable le porc danois. Quelle valeur ce commerce a-t-il pour la Russie s'il est complètement interrompu? C'est une issue bien regrettable. Si les Danois veulent franchir cette étape supplémentaire, s'ils veulent aller jusqu'à fermer les détroits danois en collaboration, alors nous serons en guerre navale, et ce sera bien plus que cela. C'est une situation de niveau Resnik, potentiellement nucléaire. C'est très regrettable, car un petit pays comme le Danemark ne survivrait pas à cela. Il a survécu à l'occupation allemande, mais il ne survivra pas à une guerre nucléaire. Alors, qui veut de ça? Et quand les Européens retrouveront-ils la raison? C'est une déclaration que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, fait 2 fois par jour, n'est-ce pas? Merci beaucoup, John. Un grand plaisir, comme toujours. C'était une excellente discussion, un vrai plaisir d'aborder ces sujets. Tu as parlé de l'Inde, de la Chine, de la Russie et enfin de l'Europe. Et c'était vraiment très bien, à mon avis. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. À la semaine prochaine. Voyons si je me trompe profondément.